J'entends la sonnette et je vois 2 policiers. Il me dit, vous le reconnaissez? Alors j'ai dit oui, mais j'ai dit, mais il est mort? Il dit non, ne vous inquiétez pas, il a perdu la mémoire. Je me reconnaissais pas dans le miroir. Je ne sais plus qui je suis. Je ne sais pas qui je suis. Ça veut dire quoi, tu savais plus qui tu étais? Ce qui est incroyable chez un amnésique, on sait que l'on est quelqu'un, qu'on a une identité. C'est une certitude. Et cette identité, tu la cherches et tu la trouves pas. C'est une histoire de fou, parce que tu dois imaginer que t'es devenu fou, là, à ce moment-là. J'ai plus de mémoire. Je suis pas malade, je suis pas en crise de repos. On disait, monsieur X, il faut aller se coucher. Et monsieur X, il faut aller jouer. Monsieur X, il faut aller au lit. Voilà. C'est terrible. C'était monsieur X. J'ai pris dans la gueule quand même une amnésie totale de 30 ans. Et on me montre que j'ai des enfants. Et là, ça devient absolument insupportable. Par contre, quand j'ai vu la petite brunette, c'était autre chose. La petite brunette, c'est Martine. La petite brunette, c'est Martine. Ouais. Je me suis dit, elle est bonne. J'avais bon goût. Ma vie, il a fallu 33 ans pour qu'elle recommence. Martine, bonjour. Bonjour. Jacques Michel, bonjour. Bonjour Jean-Charles. Bienvenue dans Mon Incroyable Histoire. Jacques Michel, ton histoire, c'est une histoire de fou, à mon sens. Une histoire qui est presque pas croyable, on va le voir. En fait, un jour, tu as tout oublié. Tu as oublié 30 ans de ta vie. Tu as oublié ta femme, tu as oublié tes enfants, tes parents, ton identité. Et tu as dû tout réapprendre de A à Z, jour après jour. En fait, tout a basculé un soir de 1987. Vous êtes à la maison. Ta femme Martine te demande d'aller mettre la voiture dans le garage. Et puis, tu vas disparaître pendant 122 jours. Est-ce que tu te rappelles de ce moment-là? Le premier souvenir que j'ai de ma vie, c'est d'ouvrir les yeux, un peu comme un homme qui a trop bu, un peu dans le brouillard. Et en face de moi, j'ai vu l'opéra. Mais ce qui était étrange, c'est que, en voyant l'opéra, je savais pertinemment que j'étais à Paris. Et très rapidement, une angoisse me prend. En disant, j'ai un problème. Mais lequel, je savais pas. Du coin de l'œil, j'ai vu une cabine téléphonique et je me suis dit, j'ai un mauvais flip, certainement. Et cette cabine téléphonique est devenue mon refuge, mon point de repère. Je pouvais plus le quitter. J'allais me retrouver. Il n'y a pas de problème, quelqu'un allait me téléphoner. Je me suis examiné et j'ai vu que j'avais des patins aux pieds. Je dis bien le mot patin et non pas pantoufle. Vous comprendrez pourquoi après. T'es assis sur un banc et tu ouvres les yeux, tu vois l'opéra. C'est ça. C'est ça. Complètement paumé avec cette cabine téléphonique. La cabine téléphonique, mes patins aux pieds, et du coin de l'œil, je vois également un sac en plastique qui était à côté de moi. Et je dis, je sais pas qui il est, peut-être à moi, tout compte fait. Et j'ai pris ce sac en plastique comme si je le volais à quelqu'un. Et je l'ai ouvert, je l'ai fouillé. Et en le fouillant, il y avait une petite cordelette, il y avait des feuilles, il y avait un peu de monnaie. Il n'y avait pas grand-chose dedans, hormis un petit carnet et un stylo. Et j'ai ouvert. Et là, ce qui est impressionnant, c'est que j'ai reconnu mon écriture. Je savais pas qui j'étais, mais je reconnais mon écriture. Et sur ces écrits, c'était marqué « Je suis au bord de la Seine, je me lave les pieds dans la Seine, je sens mauvais, je suis à Beaubourg. » Donc on peut imaginer, est-ce que c'est ton hypothèse, que le petit carnet que tu trouves Oui. est écrit pendant que tu séjournes sur ce banc à te battre un petit peu avec... Apparemment, j'ai quitté le banc parce que j'ai été quand même au bord de la Seine, j'étais à Beaubourg, j'étais... baladé. Oui, j'étais me promener à droite à gauche. Ouais. J'ai même volé dans un magasin pour manger. Comment tu le sais? Parce que j'avais écrit, donc j'avais navigué, et en dernier, je vois un mot qui disait « N'oublie pas d'écrire ». Je m'étais écrit à moi-même de ne pas oublier d'écrire. Et tous ces déplacements que j'avais faits, je m'en souvenais plus. C'est daté, c'est daté ou pas ces écrits? Il n'y avait pas de date dessus. C'est récent, tu le sais pas, ça se trouve c'est très vieux. Récent, ça angoisse encore plus. Ben oui, alors tu dis par ailleurs que tu ne savais plus qui tu étais, mais que tu reconnais ton écriture. Oui. Mais ça veut dire quoi, tu savais plus qui tu étais? Alors la question vient très très vite, très très rapidement. Je pense que ça se passe en quelques heures, où tout d'un coup on voit comment on est habillé, il y a le sac en plastique, on le fouille, etc. L'angoisse monte, et on sait, ce qui est incroyable chez un amnésique, on sait que l'on est quelqu'un, qu'on a une identité. C'est une certitude. Et cette identité, tu la cherches, et tu la trouves pas. Et tu dis, j'ai un problème.
J'ai un problème, je ne sais plus qui je suis. Je ne sais pas qui je suis. C'est-à-dire, Jacques Et là, Michel, ça te vient pas. Ah bah rien du tout, rien. L'âge que t'as, L'âge que j'ai, même mon physique, quand je ne savais pas. tu sais que t'es un homme. Je me suis pas posé cette question. T'es Je me pas- suis juste posé la question à savoir à quoi je ressemblais. Et c'est pour ça que le reflet dans la cabine téléphonique était important, où je me suis découvert. T'es trouvé beau? Je me suis trouvé fatigué, mais présentable. Tu vois, ouais. Je serais peut-être pas sorti avec moi, mais je me trouvais normal, on va dire ça. Mais j'ai eu peur de ce reflet. J'ai eu peur du Pourquoi regard peur qui me lançait. C'est-à-dire? C'est le reflet qui me lançait un regard, c'est pas moi. C'était un étranger par rapport à moi. Ah J'étais oui. déjà un étranger par rapport à moi-même, mais c'était un étranger quand je regardais. C'était pas moi. Je me reconnaissais pas dans le miroir. Ce regard m'a perturbé. Tu l'avais jamais vu. Non, Enfin, tu crois que tu ne l'avais jamais c'est vu pas que sur je le crois, moment. c'était une certitude pour moi. Je me découvrais. Et je découvrais une personne avec un regard vide. C'est une histoire de fou parce que tu dois imaginer que t'es devenu fou là à ce moment-là. On ne sait pas ce que c'est la folie. Moi, je me suis imaginé simplement que j'avais fait un mauvais flip. Parce que par contre, je savais très bien ce que c'était un flip. Hein. Trop boire, trop fumer un petit peu de choses bizarres. Je savais parfaitement tout ça. Tu savais que t'étais Un fêtard. un fêtard. Certainement. Ah, tu savais plus comment tu t'appelais, Non. mais tu savais que t'étais un fêtard. Je savais que tout ça, j'y avais certainement touché, parce que je savais l'effet que ça faisait. Donc, je m'inquiétais pas plus que ça. J'ai dit, je vais me réveiller, c'est pas un problème. Ou le téléphone va me réveiller. J'aimerais qu'on se tourne vers Martine. On en reste à ce jour de juin 1987. Tu viens de demander à ton mari, Jacques Michel, d'aller ranger la voiture dans le garage. Et puis, il se passe quoi? J'avais l'habitude de lui dire de ranger la voiture dans le garage parce qu'il la garait toujours en face, mais ça gênait les voisins. Alors il m'a dit oui, je vais le faire. Puis j'ai dit en attendant, je vais aller coucher Sandrine et Pierre-Henri. Ce sont vos enfants. Oui. Ils ont quel âge à l'époque? Pierre-Henri avait 1 an et demi et Sandrine 5 ans et demi. D'accord. Donc tu vas leur faire un petit bisou. C'est ça. Et puis tu redescends, enfin tu retournes dans le séjour, c'est ça? Oui. Puis je regarde un film et puis je regarde. J'ai dit oh mais qu'est-ce qu'il fait? Tout d'un coup j'ai dit je t'attends pendant 20 minutes et toujours pas là. Donc j'ai ouvert la porte et j'ai dit mais tiens, il n'y a plus de voiture. Mais je dis, alors, il est encore parti au bistrot. Il y avait toujours des potes là au bistrot. Des fois, il y allait, il me disait rien. Et puis, il partait comme ça, d'un coup, comme ça, hop. Je vais, puis il rentrait des fois à 1h du matin. Donc, j'avais l'habitude. Tu as continué à regarder ton film à la télé, c'est ça? Voilà, tout à fait. Et puis t'es allé te coucher, C'est ça. Oui. sans t'inquiéter. Non, sans m'inquiéter. Et à quel moment tu t'es aperçu que, je sais pas, 1h du matin, justement, 2h, 3h. Le lendemain, Donc le lendemain, tu te réveilles. oui. Tu tapes. Oui, ben, il y avait personne. Je dis, mais, oh, ça y est. J'ai dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Habitude, parce qu'il revenait tout le temps, hein. Donc, je me suis quand même inquiétée. J'étais quand même bizarre parce que il avait l'habitude de rentrer à 1h ou 2h du matin, mais il était toujours là. Et qu'est-ce que t'as fait alors? J'avais téléphoné du côté de chez mes parents, puis du côté de chez mes beaux-frères, parce que de temps en temps, il allait aussi jouer aux cartes. Ah oui, Ouais, eh oui. c'est un sacré Alors, loustic, le Jacques Michel. Oui, bien sûr. Et alors, donc, ils m'ont dit non, il n'est pas mûr, on l'a pas vu. Il y avait quelque chose que je ressentais, je dis, pas possible, il lui arrivait quelque chose. T'as appelé la police assez vite. Oh oui, parce que je m'inquiétais énormément. Ils m'ont dit, écoutez, madame, on peut encore rien vous dire, il va vous sans vous revenir, il est quelque part, mais il faut attendre au moins 15 jours. Ah oui, 15 jours. Oui. Avant 15 jours, on s'inquiète pas, on fait aucune Ouais, recherche. voilà, oui. Parce qu'il me dit, bon, peut-être qu'il est parti, c'est peut-être une aventure. Je dis, mais non, vous comprenez, c'est mon mari, je le connais. Alors, au bout de 15 jours, ben voilà, je suis retournée. Et comme on avait un bois, et en bas, il y avait la Moselle, alors moi, je m'inquiétais. Je dis, est-ce qu'il s'est pas noyé? Il s'est pas passé quelque chose dans les bois? Alors, ça fait que les policiers, ils ont fait une petite battue et tout. 15 jours sans rien, Oui, et oui. puis au bout de 15 jours, comme il est Oui. toujours pas rentré, Oui. ils organisent une battue. Et puis, Évidemment, ils trouvent rien. voilà. Tu es dans quel état? Ah bah j'étais vraiment dans un état vraiment le choc. Je dormais pas de la nuit. Et puis je calculais les jours sur mon calendrier. 1 jour, 2 jours, toujours pas là. Et ça va durer comme ça 122 jours. 122 jours, oui.
Et justement, Jacques Michel, donc toi, on t'a laissé sur ton banc. Toi, t'es loin de tout ça. Tu ne sais même pas qui est Martine. Ah non. Tu ne sais même pas qu'il y a un garage. Tu ne sais même pas qu'il y a 2 enfants. Tu ne sais rien de tout ça. Tu ne sais rien de l'inquiétude de toute cette famille et de probablement beaucoup de gens qui t'entourent. Et toi, sur ton banc, à un moment, il y a la police qui vient... Contrôle d'identité. J'ai dormi apparemment plusieurs jours. Sur ce banc, même dans la cabine téléphonique, à l'intérieur de la cabine, pour pas rater un appel, jusqu'à ce que des policiers viennent faire un contrôle d'identité. Au lieu de les voir en tant que protecteurs ou des gens qui auraient pu m'aider, je les ai vus comme des agresseurs un peu. C'était des géants devant moi, moi j'étais couché, ils étaient debout. J'ai pris peur, je suis parti. J'ai couru moins vite qu'eux, ils m'ont rattrapé très rapidement, avec un pistolet sur la tempe. Ils m'ont jeté dans une camionnette, avec un pied sur moi, pour pas que je bouge, et ils m'ont emmené directement au poste pour m'interroger toute la nuit. Voyons, c'est violent. T'as été si agressif que ça pour qu'ils te fassent tout ça? J'ai peur, certainement. Toi, tu faisais peur? Aux vagabonds dans le coin, apparemment, du côté de l'Opéra, je pense qu'ils n'avaient pas forcément l'habitude. Une personne qui s'enfuit, ça fait peur. Il s'enfuit pas pour rien, théoriquement. Il a quelque chose à se reprocher. Donc ils voulaient savoir ce que j'avais à me reprocher. Donc ils m'ont interrogé. Leur question c'était dis-nous qui tu es, pourquoi tu t'es barré, pourquoi tu as voulu nous échapper, qu'est-ce que tu as à te reprocher, qu'est-ce que tu as fait, etc. Et à chaque fois je leur disais si tu veux savoir qui je suis, regarde le sac, c'est tout ce que j'ai. Je ne sais pas qui je suis. Je ne sais pas qui je suis. Donc lâchez-moi quoi. Et ils se sont aperçus assez rapidement apparemment qu'il y avait un problème quoi. Ils se sont dit waouh, il a quand même un problème ce mec. Il sait pas qui il est ou il veut pas nous dire qui il est. On appelle le préfet, ils ont appelé le préfet et le préfet a donné l'autorisation de m'interner d'office en hôpital psychiatrique. Pour me protéger moi, mais aussi pour protéger les autres. C'est la police qui décide que ils sont pas compétents en la matière, ils t'envoient à l'hôpital psychiatrique. Et là, les portes de l'hôpital s'est refermées. Je suis pas fou moi. Vu que j'étais très énervé et je voulais un peu taper un peu tout le monde pour reprendre la porte de sortie, et là je me suis retrouvé cachetonné. Je voyais des gens autour de moi qui m'intéressaient pas. Que je voyais comme étant des fous, il y en a qui pissaient sur les fauteuils, il y en a qui criaient, il y en a qui hurlaient, il y en a qui faisaient des grimaces, des gestes incompréhensibles. J'ai dit, mais je fais pas partie de ces gens-là, j'ai juste un problème. Lâchez-moi. Et comment tu le sais que tu fais pas partie de ces gens-là alors que tu sais pas qui tu es? Parce que j'avais l'impression d'être normal. Simplement, j'avais l'impression juste d'avoir un problème, une perte. Tu sens que t'as perdu la mémoire ou perdu autre chose? Mon identité. Je pensais juste à une chose, sortir. Sortir pour retrouver ma cabine téléphonique. J'étais certain que là, quelqu'un m'attendait. C'est ton repère, c'est ça? C'était mon repère, je voulais y retourner. Mais quoi qu'il en soit, cachetonné, tu as beaucoup moins de force pour pouvoir crocheter une porte, ni escalader un grillage. Donc, tu passes dans une phase de soumission où tu joues le jeu de ce que les gens te demandent. L'infirmier me demandait de jouer au ping-pong, Tiens, je savais jouer au ping-pong. Ah. Il me demande d'ouvrir un livre, il me demande, tiens, c'est quoi? Bah, c'est Napoléon, pourquoi tu te poses la question à la con? D'accord. Ce qui était incroyable, c'est que je reconnais Napoléon, et moi, je me reconnais pas. Il m'envoie en art-thérapie, et là, je prends une feuille, des papiers, des crayons, des peintures, je sais peindre. Je me mets dans un coin d'une pièce, et tous les jours, et tout le temps, j'écris. J'écris. N'oublie pas d'écrire. Je me l'étais dit. Ouais. Et j'oubliais pas d'écrire, et je demandais des feuilles, je piquais des feuilles, j'allais dans les bureaux des infirmières pour piquer des stylos. Écris quoi? Ce qui se passait, ce que je ressentais. Pendant toute cette période de l'hôpital psychiatrique, il y a rien qui te revient de clair. Non. En tout cas jusque-là. Il y a pas d'indice. Rien du tout. Il y a pas le début de Jacques, de Michel, de Martine, rien. Pas rien du tout, ni même du temps. Pour moi, la seule importance que c'était le temps qui passait. Le temps passait, ça je ne le supportais pas. Et quand un jour, un infirmier vient me chercher pour m'amener dans le bureau d'un professeur, en disant, il y a un professeur un tel qui veut vous voir. Monsieur X, parce qu'on m'appelait Monsieur X. On t'appelle vraiment Monsieur X? Monsieur X, c'est les infirmières, les médecins? Tout le monde m'appelait Monsieur X, oui. Sur mon roulet de médicaments, c'était marqué Monsieur X. On disait Monsieur X, il faut aller se coucher. Monsieur X, il faut aller jouer. Monsieur X, il faut aller au lit. Voilà. C'est terrible. C'était Monsieur X.
Et donc le professeur me reçoit, et là j'étais foudrage, j'ai dit, ça fait 3 jours que je suis là, personne s'occupe de moi. Il me demande de me calmer, l'infirmier était là aussi pour me mettre la pression sur les épaules et me laisser assis. Et on me dit, mais ça fait pas 3 jours, vous êtes là, monsieur, ça fait 3 semaines. J'avais pas de notion du temps qui passait. Il me dit, on s'est quand même occupé de toi, même si tu le sais pas. On t'a examiné. Et on a déjà des petites pistes. Et ils sont aperçus que j'avais plus un accent lorrain que parisien. Notamment des expressions lorraines. Comme quoi? Comme patin. Au lieu de mettre des pantoufles, D'accord. des patins. Mon cornet, qui était à côté de moi, qu'en principe on appelle un sachet. Mais en Lorraine, on l'appelle le cornet. D'accord. Donc ces mots-là lui a mis la puce à l'oreille et mon accent aussi. Il a vu que j'étais cultivé, puisque je savais lire, je savais reconnaître Napoléon, etc. J'avais donc fait des études. Ils m'ont même certainement montré d'autres bouquins sur lesquels j'avais montré certaines compétences. Je ne sais plus. Et au niveau des dessins, ils ont vu que je peignais bien. Donc, ils avaient déjà pas mal d'indices, mais pas suffisamment pour faire une enquête interne. On ne sait pas encore si tu fais exprès, si tu fais ou pas. Okay. On ne sait pas qui tu es. Mais si tu es d'accord, on peut envisager de faire des séances de narcose. C'est quoi? C'est le pain total. Ah, c'est le pain total? Total qui était utilisé pendant la guerre, c'est ce qu'on appelle le sérum de vérité. Donc le professeur me dit, c'est des séances qui sont dures, c'est une injection intraveineuse qu'on te met, tu vas te retrouver dans un brouillard, tu as le subconscient qui va remonter, et on va essayer d'avoir un petit discours de questions-réponses, qui devrait peut-être nous donner certains indices, parce que si tu es bloqué à l'intérieur, c'est peut-être ton conscient qui bloque, et le subconscient va peut-être se réveiller. Tu hésites pas une seconde? Pas une seconde, je dis, je signe. D'une croix, ça suffira. De Monsieur X. Ouais. Et j'ai signé pour une séance. Au réveil, ça n'a rien donné, il était un peu déçu. Mais il en a proposé une deuxième. La deuxième, là, je l'ai retrouvé avec une mine totalement dégonflée en disant non, ça va pas, il y a rien qui ressort. Et on doit arrêter là parce que les produits sont trop forts. Et j'ai dit attends, t'es en train de me dire quoi, gros? Tu veux arrêter parce que t'as peur de me griller le cerveau? J'ai plus de cerveau. Ok, alors griller pour griller, tu vas recommencer. Et j'en veux une troisième. C'est moi qui signe. Et il était d'accord, au bout de plusieurs jours, de me refaire une troisième séance. Et à la troisième séance, quand je me suis réveillé, là, il avait un grand sourire. En disant, là, on a quand même des pistes qui sont intéressantes. Et il dit, dans ton truc, tu as dit un prénom de quelqu'un qui pourrait vraiment nous sembler quelqu'un d'important dans ta vie, ou le prénom t'a surpris et tu t'en souviens. Et j'ai dit, dans mes narcoses, à la question ami, j'ai répondu Charlélie. Charlélie. Voilà. Et à l'époque, à savoir qu'il est encore connu maintenant, mais à l'époque, il était très connu. C'est pareil, ceux qui nous écoutent, qui ont 30 ans, doivent pas le connaître. Voilà. C'est un chanteur, Charlélie Couture, on pense à lui, il y a qu'un prénom comme ça, qui chantait. Comme un avion sans aile. Tu sais le chanter? Comme un avion sans aile. Où il y a quelqu'un à l'intérieur de moi. C'est une chanson qu'il a écrite en pensant à moi. Ah. Voilà. Tu nous raconteras après, parce que pour l'instant, il y a le nom Charlélie qui est sorti d'une des séances de tout ça. narcose. Et effectivement, quelques jours plus tard, on vient me chercher, je rentre de nouveau dans le bureau du professeur, et je vois un mec de dos, qui se retourne quand j'arrive, il se lève, il vient vers moi, mais il me dit, mais putain, mais qu'est-ce que tu fous là, vieux con, quoi? Qu'est-ce que tu fous là? Et c'était Charlélie Couture. Il était descendu sur Paris pour venir me voir, parce que le professeur lui avait téléphoné pour me dire, attends, on a un mec qui est complètement zoné, il se souvient de rien, mais de rien, et la seule petite mémoire qu'il a en tant qu'ami, c'est ton prénom, qui est effectivement atypique, c'est peut-être le fait, parce que dans mon délire, j'ai peut-être dit aussi Martine, le nom de ma femme, mais des Martines, il y en a beaucoup. Mais Charlélie, il y en a quand même beaucoup moins. Oui, c'est vrai. Notamment avec l'Est de la France. Et il est venu. Et il me dit, je sais plus ton nom, je sais plus. Mais il dit, je sais pertinemment qu'on a fait l'école des Beaux-Arts de Nancy ensemble. Des années plus tôt. Voilà, des années plus tôt. Et donc, il dit, t'inquiète pas, avec les anciens élèves, la police et tout, c'est dans la poche, on va te retrouver. Donc, on lui a fait confiance, il est reparti. Et toi, quand tu le vois à l'hôpital psychiatrique Charlélie, et là, du coup, tu le reconnais, toi? Ah, pas du tout. Ah. Sur quoi ça débouche? Alors, ça débouche sur, alors Charlélie, donc, apparemment, aurait fait des recherches au niveau de l'école des Beaux-Arts de Nancy, et en prévenant la police, comme quoi il a reçu un mec qui a fait l'école des Beaux-Arts avec lui. Et donc, les flics ont fait l'enquête, et avec l'enquête, et là, au moment-là, j'étais dans l'ordinateur, en tant que disparition, avec une photo, et là, donc, j'ai été retrouvé, et mes proches ont donc été prévenus
Que, J'étais vivant, quoi. que tu étais vivant et que tu étais en hôpital Ouais. psychiatrique. Et là, c'est plus mon histoire. Ça. Et là, c'est là que, après 122 jours de disparition de ton mari Jacques Michel, J'entends la sonnette de l'entrée. Donc je vais ouvrir et je vois 2 policiers. Alors, il me dit, écoutez, je vais vous montrer une photo. Et d'abord, ils m'ont dit de m'installer. Donc tout d'un coup, ils me montrent la photo. Alors il me dit, vous le reconnaissez? Alors j'ai dit oui, mais j'ai dit, mais il est mort? Il dit non, 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 ne vous inquiétez pas, il est pas mort. Mais c'est parce que quand j'ai regardé la photo, il était blanc et il avait le visage gonflé, mais blanc, blanc, blanc. Alors moi je pensais qu'il était mort. Alors ils m'ont dit non, non, ne vous inquiétez pas, on l'a retrouvé. Et mais je dis où ça? À Paris. Mais je dis mais qu'est-ce qu'il fait là-haut à Paris? Ben écoutez, on va vous dire, il a perdu la mémoire. Alors moi j'ai dit bon, déjà une bonne chose, il était vivant. bah oui, Le plus important c'était ça. parce que j'imagine qu'après 122 jours, ça fait 4 mois, Bien sûr. sans aucune nouvelle, Nouvelle, oui. où il a passé le pas de la porte pour aller ranger la voiture dans votre garage, Ça, où tu le vois plus, je t'as vois. dû imaginer le pire. Bien sûr. T'as dû imaginer que Mhm, tu le retrouverais jamais. mhm. Et là, tout d'un coup, il est là, mais il est blanc, il est gonflé, Ah oui, oui, oh là et là. il est à l'hôpital psychiatrique à C'est Sainte-Anne. impressionnant. Et donc, t'y vas immédiatement. Oui. Quand on est arrivé à l'hôpital Sainte-Anne, ils nous ont dit que, en les déshabillant, ils avaient trouvé un hématome derrière la nuque. Il avait reçu un coup. Ça, ils étaient sûrs d'eux. Il avait reçu un coup. Ah oui, 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 oui. D'accord. Et puis, m'a dit le professeur. Et probablement, ils imaginaient que la perte de mémoire Mhm. venait de ce coup qu'il avait reçu derrière la nuque. Oui, C'est ça? c'est ça, oui. T'as compris qu'il allait Oui. peut-être pas te Oui, reconnaître? voilà, c'est ça, oui. C'est pour ça que j'ai eu un choc en disant, mais il va pas me reconnaître. Non, quand il est arrivé, excusez-moi, mais quand je l'ai vu arriver, on avait gavé de médicaments, alors, il était méconnaissable. Il était gonflé partout. Il avait les joues comme ça. Je me dis, mais c'est bien à lui. Je me disais, dans ma tête, je me disais, mais c'est bien à lui. C'est bien mon homme. Mais c'était bien à lui. Je me suis approchée. Je lui ai pris la main et je lui ai fait une grosse bise sur la joue. Et puis après, je l'ai pris par la main, puis je l'ai installé sur le fauteuil. Et j'ai commencé à sortir mon album. Et puis j'ai commencé à feuilleter en lui montrant le mariage, la naissance de Sandrine, de Pierre-Henri. Alors je lui disais, tu reconnais? Il ne disait rien. Pas un seul mot. Quand tu t'es approché de lui, il t'a pas Non, non, rien du tout. Il est resté de marbre. de marbre, Oui, oui, pas oui. un regard un peu Non, doux, rien du tout. pas une manifestation de rien du tout. Rien du tout. Et moi, ça m'a fait tout drôle, ça m'a fait de la peine aussi. Bah oui. Ouais. Moi, j'étais contente de le retrouver puis de l'enlacer, mais j'osais pas trop. D'accord. Parce que j'avais peur aussi de le brusquer. Ouais. Alors donc, On comprenait qu'il était Voilà. plus lui-même là. Voilà, c'est ça, oui. Jacques Michel. Ce jour-là, j'étais en art-thérapie en train de peindre, plongé dans mon travail de peinture, et un infirmier se pointe en appelant Jacques Michel. Et il répète plusieurs fois Jacques Michel. Et là, je me dis en moi, si on a un qui s'appelle Jacques Michel dans le coin et qui ne répond pas, il va se prendre une picouse dans le cul tout de suite, il n'y a pas de souci, quoi. Et je lève la tête et l'infirmier qui dit, c'est à toi que je parle. Monsieur X, tu t'appelles Jacques Michel. Et là, viens avec moi dans les petits bureaux, il y a le professeur qui t'attend avec tes parents et ta femme. Ah ouais. D'accord, ok, donc je le suis, bêtement. Et en ouvrant la porte, je vois effectivement 3 personnes. Donc 2 d'un certain âge, mais qui étaient moins âgés que moi maintenant. Mais que je voyais un peu en désespoir. Leurs yeux me faisaient peur. Leur tristesse me faisait peur. Et ils m'intéressaient pas. Je voulais pas qu'ils me touchent. Je voulais pas. Ils m'intéressaient pas. Et par contre, quand j'ai vu la petite brunette, c'était autre chose. Et quand elle s'est approchée de moi, j'ai vu dans ses yeux, elle avait des yeux qui pétillaient de joie. La petite brunette, c'est Martine. La petite brunette, c'est Martine. Ouais. Ouais. J'ose dire à chaque fois en rigolant, la première action que j'ai eue quand je l'ai vue, quoi. C'est très cru ce que je vais dire. Je l'explique tout de suite dans la foulée quand même. Je me suis dit, elle est bonne.
J'avais bon goût. Alors, ce qui montrait à quel point je pouvais me souvenir de rien, effectivement, parce que je parlais comme un ado parle en boîte de nuit. Ouah, putain, elle est bonne, celle-là, je vais me la faire. C'est exactement ça. Il n'y avait plus d'amour, je n'ai pas ressenti d'amour. J'ai juste ressenti quelque chose que, waouh, j'aime bien. Je me suis dit, j'avais bon goût. Si c'est vraiment ma femme, arrêtez le bromure, j'y vais tout de suite, quoi. Mais c'est la seule sensation que j'avais. J'avais aucun amour de construction, rien. Il y avait rien. Et là, effectivement, j'ai eu une sorte de dépression, quoi. Et ils m'ont calmé par médicaments, et ils ont arrêté la séance. La dépression ou l'angoisse, elle vient du surtout fait que tu réalises que c'est ta femme. Non seulement on me disait c'est mes parents, c'est ta femme, etc. On montre les photos. Les photos étaient compliquées. J'avais déjà du mal à me regarder dans un miroir et à me reconnaître. On me montre des photos où j'avais un bébé, 5 ans, 6 ans, 12 ans, machin, avec des visages différents. C'est quoi ça? Je dois me reconnaître moi, et en plus de ça, j'ai plusieurs visages. Donc là, j'étais la méduse complet là. Donc c'était très perturbant. Et on te montre aussi tes enfants. On me montre que j'ai des enfants. Et là, ça devient absolument insupportable. Plus je voyais ces gens-là, qui étaient des étrangers complets, plus ça m'angoissait, quoi. Jusqu'au jour où le professeur a dit, tu vas voir, en repartant avec les tiens, tu seras dans un milieu connu avec des gens que tu vas certainement reconnaître à un moment. Ils vont te donner à manger ce que tu aimes, ce que tu aimais avant. Tu vas avoir plein de choses et ta mémoire va revenir. Ne t'inquiète pas. La logique du professeur, c'est que on n'a pas de mémoire avant les parents. C'est-à-dire qu'on vient au monde chez les parents. Donc ceux qui pouvaient me reconstruire depuis ma naissance, c'était mes parents, par le fait. Parce que ma femme, on s'est connus à 24 ou 25 ans, alors qu'avec des parents, il n'y a pas de passé sans parents. Donc ils pensaient que la bonne idée était de me mettre dans leurs mains. Et donc on m'a remis dans les mains de ces gens-là. Ils sont venus me chercher. Comme on va chercher un meuble chez Ikea, mais tu vois, dans le paquet, il manque des pièces. Hein, mais personne n'avait vraiment la notice pour me reconstruire, quoi. Tu les appelles ces gens-là? Ces gens-là, oui. Ces gens-là, c'est ta femme, Oui. tes parents, Oui. et puis tes enfants. Oui. Et pour toi, c'est ces gens-là? Ces gens-là, oui. Ils sont restés ces gens-là pendant 3 ans. C'est dingue, parce qu'on a l'impression que c'est une espèce de presque de punition où tu es envoyé chez ces gens-là. C'était des autres infirmiers, quoi, c'est tout. J'avais un mode d'emploi. Comme si tu changeais d'hôpital, quoi. Il fallait me faire des exercices tous les jours, me montrer des photos tous les jours, me montrer progressivement ma famille, oncle, tante, frère, doucement. Mais j'étais dans une famille où ils auraient préféré avoir un fils avec un bras ou une jambe en moins. Tes parents? Ouais. Pourquoi tu dis ça? Parce que c'est dur ce que je dis, mais j'étais d'une famille où un problème mental était totalement exclu. C'était exclu que mon fils ait un problème mental. C'était impossible. À chaque fois qu'on me présentait quelqu'un, on dit tu ne parles pas d'amnésie comme le professeur t'en a parlé. Tu dis pas que tu as une amnésie, tu dis simplement t'étais en cure de repos. Donc celle qu'on te présente, elle s'appelle Micheline, tu l'appelles tante Micheline, tu lui fais de gros bisous, puis voilà. Point barre. Et on me briefait à chaque fois que je rencontrais quelqu'un. Et à chaque fois, ça me faisait un mal énorme, parce que pour moi, ces personnes qu'on me présentait, on me les montrait en photo, avant de les voir. C'était de nouveau des étrangers devant moi. Ça n'a pas marché comme ça. Donc à un moment donné, ça me gonflait fortement, quoi. Et je suis devenu agressif envers mes parents. Et j'ai refusé de revoir d'autres personnes de la famille, parce que chaque personne était une blessure, c'était un coup de couteau dans mon cœur, quoi. C'était inimaginable. Je pouvais pas supporter ça. J'ai l'impression de mourir à chaque fois. Pendant ces 3 ans là qui ont suivi, ouais. Tu vis chez tes parents et chez toi. Pendant un mois et demi chez mes parents, jusqu'au moment où je refuse tout, et je suis retourné donc vivre avec Martine et les enfants. Martine, je voulais juste l'avoir à mes côtés, parce que c'était juste l'infirmière qui me rassurait. Et les 2 gamins que j'ai rencontrés, ils étaient gentils, quoi, mais ils m'embêtaient un peu dans ma reconstruction. Martine aussi, par la même occasion, me laissait faire. Elle savait très bien que faire des choses ensemble au moment-là, c'était pas tellement possible, parce que j'étais vraiment axé sur ma reconstruction. Je devais me retrouver moi. Arrêter d'essayer de me retrouver bêtement, faussement, en me présentant comme un mec que je suis pas. J'ai plus de mémoire. Je suis pas malade, je suis pas en crise de repos. Pas besoin de repos, besoin de vivre. Besoin de vivre pour aller de l'avant, pour essayer de me chercher. C'est comme ça que je vais me trouver. On m'a même dit à un moment donné, bon, si tu te souviens vraiment pas, arrête, ne te souviens pas que tu te souviens pas. Arrête de te souvenir que tu te souviens pas. C'est une horreur. Arrête d'oublier. C'est une horreur.
Ouais. Et là, Martine, alors, toi, bon, ces 3 ans-là, ça se passe comment? Enfin, tu découvres un autre homme? Oui, pendant ces 3 ans-là, je lui ai dit, bah, écoute, maintenant, vu que je te retrouve et tout, que je suis vraiment heureuse, j'ai dit, si on faisait un 3e, le bébé de l'amour. Donc, on a fait Emmanuel. J'ai dit, ça te permettra de voir parce que il avait assisté à l'accouchement de Sandrine et de Pierre-Henri. Le combat pour moi, c'était voilà de l'accepter comme il était, hein. Et puis voilà, malgré qu'il y avait des hauts et des bas, j'étais tout le temps là pour le réconforter. J'ai dit, on laisse tomber le passé, on va de l'avant. Ah ouais. Ah oui, 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 parce que moi j'en pouvais plus. Donc tu as décidé de, comme on dit, faire table rase du passé. Oui, 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 oui. Ah, non, On arrête avec le j'en passé. pouvais plus, hein. Et maintenant, s'il faut que ça continue, Voilà. c'est devant. C'est Si je ça? la retrouve un jour, ah bah, tant mieux. Si je la retrouve pas, bah, tant pis. Quand Martine m'a dit arrête de regarder tout le temps derrière et on va de l'avant en faisant un 3e enfant, c'est là que j'ai eu un déclic en voyant et en écoutant le ventre de Martine. Où là, j'ai dit c'est mon enfant. C'est mon enfant, c'est mon futur. Et les enfants qui sont là, ils font partie de mon passé. Et donc, ils font tous partie de mon présent. Pour vivre le moment présent, il fallait que j'accepte une fois pour toutes ces gens. Je les ai acceptés. Donc, mon enfant qui est venu au monde, c'était mon enfant. Les 2 autres enfants, je les ai pris comme des enfants adoptés. Et j'ai pris les miens comme étant les miens. À 33 ans, j'ai le 3e enfant, donc pour moi le premier, qui vient. Et là, il y a un début de reconstruction, plutôt d'acceptation. Mais je n'ai pas reconstruit. J'avais toujours peur. Je prenais tout le temps le même chemin pour aller à des endroits. J'avais toujours peur de tout. Il fallait que je me montre. Je faisais des expositions de peinture, je faisais tout ça. J'ai eu des articles dans les journaux, j'ai eu des articles à la télévision, j'ai eu des émissions de télévision avec mes tableaux. On me demandait ce que je peignais. On dit, il y a un mec qui me dit, oh, ce que vous peignez, c'est très dalien. Je dis, qu'est-ce que tu me racontes, hein? Mais il me dit, ça ressemble à du Dali. Mais je lui dis, attends. Ça fait des années que j'essaie de me retrouver moi, et tu dis que je ressemble à un autre. Ah, je lui dis, ça va pas le faire. Donc, ce que je fais, c'est du Jacques, point barre. Mais le problème, c'est que ces 3 ans et la naissance de notre dernier enfant, qui marquait un point extraordinaire, marquait aussi mes droits en fin de maladie. J'étais plus malade. Ma longue maladie, 3 ans, fini, terminé. Quoi, aux yeux de la sécurité sociale? Aux yeux de la sécurité sociale. On est convoqué, Martine et moi, à la sécurité sociale pour marquer cette fin de processus. Et le docteur de la sécurité sociale me regarde en disant, et puis il regarde Martine en disant, vous aviez 3 ans pour vous soigner, et au lieu de vous soigner, vous vous montrez sur les journaux, à la télévision, machin, vous faites des expos. C'est grand, elle est belle la vie. Mais je dis, c'est comme ça que moi je me construis, que je me soigne. Ah, c'est pas comme ça, monsieur, c'est en restant chez soi et en se soignant. Oui. Donc, de toute manière, vous n'aurez pas votre carte d'adulte handicapé. C'est fini. À partir d'aujourd'hui, je signe, vous êtes chômeur. Oh. Ok. Et moi, je savais même pas ce que ça veut dire. Je m'étais posé la question, à savoir qui j'étais, mais je m'étais guère posé la question de ce que je savais faire avant. Et j'avais entendu parler que j'étais architecte dans ces dires de construction, mais ce qu'était un architecte, j'en savais rien. Ah ouais. Que dalle. Qu'est-ce que tu construisais alors? C'était quoi, d'un architecte en... Alors j'étais architecte et vu que j'ai fait l'école des Beaux-Arts, je suis architecte DSBA, diplômé supérieur du bâtiment et des écoles d'art. D'accord. C'est spécialisé dans les bâtiments historiques. Ok. Et Martine dit, t'es architecte, c'est peut-être le moment, on va aller à la LPE, on va s'inscrire. Et donc il y a la femme de la LPE qui dit, écoutez, ça tombe bien, on a peut-être quelque chose pour vous. Parfait. Mais il dit, par contre, c'est pas ici. C'est en Suisse. À 300 km de chez nous. Je venais d'avoir un enfant. J'avais été retrouvé 400 km loin de chez moi. Et là, on me demande de reprendre un boulot à 300 km de chez moi. Et Martine qui dit, vas-y. Martine qui me dit, vas-y, t'en as besoin. Et effectivement, j'en avais besoin. J'avais besoin de me reconstruire seul. Tu dis que tu t'es parti en Suisse sans trop savoir ce que c'était un architecte. Mais que tu vas passer 4 ans à être architecte. Donc, tu sais comment on fait un peu. Enfin, moi, tu me dis aujourd'hui, fais une maison. Je savais pas du tout. Je sais pas comment faire. Je savais qu'il fallait aller de l'avant. Donc, aller quelque part, aller faire. On me disait, ça, tu l'as fait. Bon, pourquoi pas? On verra bien. Quand tu n'as rien à perdre, t'es prêt à tout. Ouais. Rien à perdre. Mais comment t'as fait?
Je sais pas, c'est revenu comme ça. Mais alors, comment t'expliques que tu te rappelles pas de Martine, mais que tu te rappelles de comment on fabrique... Alors moi, je me l'explique pas, c'est les médecins qui me l'ont expliqué. C'est-à-dire que j'ai souffert d'une amnésie identitaire due à un traumatisme. Elle était donc identitaire par le fait que des portes dans ma tête se sont fermées à double tour, par peur de quelque chose. Mais par contre, par la serrure de la porte est restée quand même la mémoire de ce qu'on appelle l'acquis. Alors les acquis, c'est les choses que tu as appris pendant toute ta vie et qui t'ont intéressé et qui t'ont construit. L'architecture, par exemple. L'architecture notamment. À l'époque, on était répertoriés, on n'était que 4 ou 5 au monde à avoir été reconnus en tant qu'amnésique identitaire, aussi profond. Heureusement. Donc l'architecture, ça t'a remis dans un autre... dans un monde. Dans un autre monde. J'y ai vécu pendant 4 ans. Au bout de 4 ans, j'ai abandonné la Suisse suite au décès de mon père. Mon papa est mort brutalement d'une rupture d'anévrisme. Avant même que j'ai eu le temps de connaître mon père. C'est ça qui est extraordinaire. Vu que je l'avais remballé, quoi. Je dis, arrête de me faire chier dans la reconstruction, t'as rien à voir là-dedans. Et donc, j'avais pas pris en compte ce monsieur, qui était mon père, qui avait certainement plein de bonnes intentions. Il avait juste... pour lui, c'était un drame, certainement. Aujourd'hui, je peux savoir ce qu'un père peut ressentir envers des enfants. Je suis père. Je suis papa. Et j'imagine aujourd'hui que mon enfant me dise « Je me souviens pas qui tu es ». Le drame que c'est pour un père. Ça doit être absolument terrible. Et donc, on commençait à en parler quand je l'ai perdu, avant de pouvoir aller plus loin dans cette discussion. Et donc là, je me suis aperçu que je venais de perdre une racine, sans même avoir pris le temps de le connaître. Et je voulais pas qu'il arrive la même chose aux miens, parce que là, entre-temps, j'étais devenu une racine pour les miens. J'avais fait ce que je devais faire. J'avais fait le deuil de moi-même. T'es fou, ça. Et donc, au milieu de sa vie, de faire le deuil de soi-même, c'est quand même... Et une fois que tu as fait le deuil, tu peux repartir en avant. Et moi, j'ai fait le deuil de moi-même et j'ai dit, plus jamais je perdrai un des miens sans avoir pris le temps de le connaître. Jamais. Aujourd'hui qu'on sait qui m'a agressé, que je n'étais pas mon propre agresseur, que cette agression vient d'un autre, je culpabilise déjà beaucoup moins sur moi-même, en disant c'est pas de mon fait, c'est la faute à un tel. Alors on va en parler, Jacques Michel. Pendant des années, vous avez vécu sans savoir du tout ce qui s'était passé entre le moment où tu passes le pas de la porte de la maison pour aller fermer le garage et le moment où tu te retrouves 3 jours plus tard, visiblement, sur un banc devant Opéra à Paris. On peut effectivement tout imaginer. Donc tu savais que quelque chose avait été provoqué par un coup parce que l'hématome était présent, mais tu savais rien d'autre jusqu'à quelques années plus tard. Quelques années plus tard, où ça je l'ai appris à la prison de Mesqueleu. Non pas que j'étais en prison moi, mais j'avais été appelé à la prison pour présenter justement notre histoire aux prisonniers. Moi j'ai été enfermé, malgré moi. J'ai pris dans la gueule quand même une amnésie totale de 30 ans. Et c'était un comparatif qui était intéressant par rapport à celui qui a appris quelque chose, mais il sait pourquoi. Il en a pris pour 20 ans. Donc il y avait 2 fermetures, 2 enfermés qui étaient différents, mais quelque part on avait des choses à se dire. Quand tu visites à la prison, un policier raconte qu'il a quelques temps plus tôt interpellé un homme qui lui a fait penser à ton histoire. C'est ça. Alors, cet homme, quel était son mode opératoire? Alors, son mode opératoire était d'attendre que des personnes sortent de chez elles, de préférence tard le soir ou tôt le matin, pour voler avec les clés la voiture qu'il convoitait. Voilà. Et pour ne pas que la personne aille tout de suite crier au vol, avait l'habitude de les assommer. De temps en temps, peut-être en les laissant par terre, mais de temps en temps, comme là quand il a été pris, avec quelqu'un qui l'a mis dans le coffre. Donc on a donc pu supposer que ça avait été mon cas, et que j'aurais été embarqué dans le coffre, mais de là à dire que j'aurais fait Metz, Paris, donc ça va avoir 400 km en voiture, dans le coffre, j'y crois pas trop. Donc, qui m'est largué ailleurs, dans la campagne, je ne sais où, que j'ai fait du stop, pourquoi pas, et que je me suis retrouvé à Paris, pourquoi pas. Oui, ce déplacement, personne ne saura l'expliquer. Il y a 4 jours complets de blackout total.
où je ne sais pas expliquer les choses. Je ne sais pas comment s'est fait ce déplacement. J'en ai strictement aucune idée. Qu'est-ce que tu peux imaginer l'intérêt de ce type? Il peut t'assommer, te laisser par terre et partir avec la voiture pour la revendre. En fait, il vole des voitures, hein, c'est ça? D'après la police, donc, ils volaient les voitures, ils voulaient les clés. C'est pour tout de suite les emmener à l'étranger. Parce que quand tu passes la frontière, à mon avis, avec un Eman qui est démonté, Ah oui. à mon avis, ça le fait pas de trop, quoi. Ouais. Hein, donc, ils voulaient que la voiture soit la plus nette possible pour pouvoir passer les frontières. D'accord. C'est comme ça qu'ils en ont conclu les choses. D'accord. Le fait de savoir que c'était non pas moi, mais quelqu'un d'autre qui était susceptible de m'avoir fait ce tort, était une délivrance pour moi. Je pouvais recommencer à m'aimer, à m'accepter. T'avais encore un doute sur le fait que t'étais peut-être un mythomane. Ouais, pourquoi pas. Ouais. Ouais. Bah pourquoi pas? Ne connaissant pas. Parce que tu le savais que tu mentais pas, toi. Bah, au fond de toi. Quand t'as pas de mémoire de quelque chose, comment peux-tu savoir si tu mens ou pas? On va m'expliquer. Bah mentir, c'est quand même dire l'inverse de ce qu'on pense, de ce qu'on est. On ment quand on dit les choses, alors qu'on se souvient de la vérité. Oui. Mais si tu te souviens pas, tu mens pas. Tu mens pas. Voilà. C'est pas possible. C'est pour ça que quand on disait tu mens, tu t'en souviens. Arrête de me traiter de menteur. Ouais. Je peux pas mentir sur quelque chose que je ne sais pas. Disons que c'est aux yeux des autres, au moins cette version a validé le fait que tu avais été victime d'une agression et que tu as tu es une victime. Et tu n'es pas quelqu'un qui a cherché cette situation. Qu'est-ce que vous gardez vous de positif dans toute cette histoire? Enfin, est-ce que vous regrettez absolument tout, ou est-ce que cette renaissance même de votre couple, puisque si j'ai bien compris, Martine, tu as découvert un autre homme. Oui. Tu as appris à vivre avec un autre homme. Ce n'est plus Jacques Michel que tu as connu. Oui, c'est plus le fêtard que j'ai connu bien dans le passé. Et alors, c'était plus sympa le fêtard ou Non, je préfère mettre en celui d'aujourd'hui là. Est-ce que t'es parfois jaloux de l'autre Jacques Michel qui n'est plus le même homme pour toi non plus? Non. Qui n'est pas le même homme? Tu peux être jaloux encore une fois sur quelqu'un que tu connais. Tu peux pas être jaloux sur quelqu'un que tu ne connais pas. Un cocu n'est pas cocu tant qu'il ne le sait pas. Hein. Donc si tu sais pas, tu sais pas. Hein. Pas de problème. Hein. Mais ce qui est assez drôle dans le fait d'avoir retrouvé l'agresseur, c'est que Martine, elle s'est sentie plus coupable de dire pourquoi je lui ai demandé de rentrer à la voiture le soir-là. Elle s'est sentie coupable à ce niveau-là. Alors que moi, je me suis senti délivré de le savoir. Donc il y a vraiment deux façons de voir les choses différentes. C'est ce qu'on disait tout à l'heure au niveau de la reconstruction quand tu racontes une histoire. Tu racontes une histoire à l'autre, t'enjolives un peu. Effectivement, à un moment donné, j'étais demandeur à te montrer, mais t'as pas des photos où je pleure? Ouais. Et il y a des photos où je ris, quoi. C'est marrant, quoi. J'aurais voulu savoir un peu ces mauvais moments. C'est ça, t'as l'impression qu'on t'a raconté que les bons moments, et que du coup, l'autre Jacques Michel était plus heureux. Jamais, je le retrouverai pas. T'as la sensation qu'il était plus heureux, plus épanoui? J'ai l'impression surtout qu'il a été vu par les yeux d'autres personnes. Donc pas par rapport aux miens. Donc ce Jacques Michel avant a le sentiment des autres personnes, il n'a pas mon sentiment à moi. Donc je peux pas dire qui j'étais. Aujourd'hui, si je te pose la question de quand tu es né, à quelle date tu es né? 17 décembre 1957, à la maternité de Nancy. Tu as quel âge aujourd'hui? Et aujourd'hui, j'en ai 68. Est-ce que tu te rappelles du nom de ton meilleur ami? Non. Le film que tu as vu plein de fois dans ta jeunesse? Non plus. Non plus. Ça, tu l'as pas? Non. Tu l'as pas parce que Martine ne sait pas? Peut-être, oui. C'est Martine qui t'a... C'est Martine qui m'a reconstruit. Qui t'a reconstruit, mais Martine, elle sait pas tout. Bah non. Elle sait... Non, je sais pas. Par exemple, sur ton caractère, tes défauts. T'as quoi comme défaut? J'en ai pas. J'ai aucun défaut. Là, il ment. Oui. Je mens. Il a quoi comme défaut? Ah bah les défauts qu'il a, il est pas toujours aimable. Hein. Et sa grande qualité, ou ses grandes qualités? Eh ben, c'est d'aider les personnes. Ça, j'adore. Merci Jacques Michel. Merci beaucoup Martine. C'était passionnant. Merci. Merci Jean-Charles. Merci à tout le monde. Mais merci à vous aussi, à toute l'équipe.